Déjà, au lycée, je pense que les budgets sont pas très élevés, que ce soit au lycée à Sevran ou dans un autre quartier du 93 ou autre. Sur Paris, ça n'a rien à voir. On a des budgets qui, je pense, dépassent ce qu'on peut penser. Moi, très récemment, j'ai su un budget pour, par exemple, une soirée étudiante, comme j'en avais parlé. Franchement, j'ai été choquée. On peut avoir 3 000 €, voire plus, alors que cet argent, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec dans le 93. Donc ouais, ça, c'est sûr. Bonjour, vous écoutez Cas Sociaux, un podcast dans lequel on parle de sociologie à l'épreuve de la réalité. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la méritocratie et on va se demander si quand on veut, on peut vraiment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer aux présentations. On est avec Moussa. Salut, donc moi je m'appelle Moussa, j'ai 29 ans, j'ai grandi à Bagnolet dans le 93, j'y vis encore. Et sinon, je suis prof dans le 93 également à Sevran. Salut Ami, moi je m'appelle Jalal, je suis journaliste au Bondi Blog, j'ai 28 ans et moi j'ai grandi en Corse et là du coup je travaille dans le 93. Salut, moi c'est Shaima, du coup j'ai 20 ans et je suis en licence de droit à l'Université de Paris et j'ai grandi à Sevran dans le 93 depuis toujours. Et moi c'est Ami, j'ai 19 ans, j'ai grandi à Sevran et je suis en deuxième année de droit à Paris 1. Et du coup c'est parti pour le premier épisode. Pour répondre à ta question, quand on veut, on peut, je dirais que ça dépend. On peut parfois quand on veut, mais pas toujours. Franchement, ça dépend. Moi, vraiment, j'aimerais y croire. J'aimerais y croire de quand on veut, on peut, etc. J'essaie de l'appliquer à moi-même. Mais honnêtement, quand je vois l'état des potes autour de moi, de la société, etc., j'y crois moyen. Donc ça dépend. J'y crois moyen aussi. Shaima, toi, t'en penses quoi ? Alors moi, j'y crois moyen aussi parce que je pense qu'on peut pas toujours quand on peut et surtout quand on veut. Ça dépend le milieu dans lequel on vit, ça dépend plein de critères. Donc je pense pas. Moi, je me suis intéressé du coup à cette question de la méritocratie et niveau chiffres, on constate en fait que la France arrive en tête en fait des pays où l'origine sociale explique le plus la réussite scolaire. Par exemple, à Polytechnique, il n'y a que 2% d'enfants d'employés et d'ouvriers. Au niveau des masters à l'université, il y a 6% d'ouvriers et d'employés alors qu'ils représentent plus de 45% de la population totale. Et en ce qui concerne le redoublement, en 2013, à leur arrivée en 6e, il n'y a que 24% des élèves qui proviennent de QPV, donc les quartiers politiques de la ville, qui ont déjà redoublé contre seulement 9% des jeunes qui vivent dans le reste des territoires. Tout au long de cette émission, on va se demander si ces constats sont dus au simple mérite, si ceux qui ont réussi ont mieux et davantage travaillé que les autres. Alors, le sociologue François Dubet nous dit que le mérite est une fiction. On sait que ça ne fonctionne pas. Il qualifie alors la méritocratie de fiction nécessaire. Mais est-ce que c'est véritablement le cas ? Moussa, est-ce que la méritocratie, c'est un enjeu fondamental dans les sociétés démocratiques ou est-ce que finalement c'est une question qui est un peu à la marge ? Alors moi, dans le cadre de mes études, je me suis beaucoup intéressé à ces questions de mérite. Et même dans la vie de tous les jours, je pense qu'on s'est toujours posé cette question-là. En gros, est-ce qu'on mérite certaines choses ou pas, que ce soit à l'école, au travail ou autre. Et en fait, il faut revenir à la base. Et la base, c'est les inégalités. Donc les inégalités, c'est quoi ? C'est des différences d'accès à des ressources qui vont être valorisées par des groupes, par une société. Donc par exemple, dans notre société, on peut penser à la réussite matérielle, on peut penser à la réussite scolaire, à avoir un bon travail, à avoir l'accès à la santé, aux loisirs, même à la culture. Et donc, en fonction des choses qui sont valorisées, il y a des catégories qui ont plus accès que d'autres. Et donc, c'est ça les inégalités. Or, en fait, le constat, c'est qu'en démocratie, quand il y a trop d'inégalités, c'est un problème. Parce qu'on est censé, finalement, avoir tous un minimum de ressources qui nous permettent, finalement, d'acquérir certaines choses qu'on valorise. Et donc, elles sont parues comme illégitimes. Par contre, elles peuvent devenir légitimes, elles peuvent devenir perçues plutôt comme légitimes quand elles sont dues au mérite. Et là, du coup, elles sont moins injustes parce qu'on finalement, on a tous participé à la course et celui qui gagne, c'est par ses efforts, c'est par son mérite, etc. Et donc, comme tu disais, Hamid, pour Dubé, le mérite, il est nécessaire parce qu'il justifie les inégalités à l'arrivée. Donc, pour résumer, si par exemple, moi, je réussis dans un domaine, c'est que j'ai été plus méritant que mes voisins, par exemple, que Hamid. Et donc là, ça devient légitime.
là, on parle beaucoup de méritocratie, de mérite, etc. Et c'est un peu l'idéal, c'est-à-dire que chacun puisse partir avec les mêmes chances, entre guillemets, et arriver au but final qui soit, symbolique ou matériel. Mais c'est quoi le mérite exactement? Est-ce qu'en sociologie, on a arrivé à définir cette notion-là? Alors c'est compliqué, parce que déjà à la base c'est un concept très flou du langage courant, et donc c'est difficile à appréhender. Il faut se dire c'est quoi les critères, mais finalement c'est quoi les critères du mérite. Pour une définition large, ce serait ce qui rend quelqu'un ou sa conduite digne d'estime, qu'on peut le récompenser face aux difficultés surmontées, un peu comme dans le sport. Au final, donc si je réussis à décrocher mon diplôme, par le mérite, ce serait que j'ai beaucoup travaillé, etc., etc. Ou par exemple dans le sport, alors je sais que par exemple Shaima a fait beaucoup de sport. Toi par exemple dans ce cadre-là, tu dirais que c'est quoi le mérite dans le sport? Alors nous, le mérite dans le sport, c'est celui qui a fait le plus d'efforts, qui s'entraîne le plus, qui transpire beaucoup, et au final, c'est celui qui gagne, puisque c'est celui qui a le plus travaillé. Voilà. Et donc, dans certains domaines, on peut lister comme ça des critères, mais c'est pas le cas partout, et ça reste discutable comme domaine, donc c'est un peu compliqué le mérite. Ami, pour toi, c'est quoi le mérite? Genre, quand on te dit mérite, tu penses à quoi? Tu penses aux gens qui charbonnent, tu penses aux difficultés, ou ça te parle ou pas cette définition, toi? Moi, directement, je pense à celui qui a le plus travaillé. Enfin, il mérite plus parce qu'il a fait plus d'efforts que les autres, etc. Toi, tu rentres dans cette définition ou... Moi, vite fait. Alors là, on va s'appuyer sur un ouvrage qui est fondateur de la démocratie en Amérique. Il a été écrit par un juriste qui s'appelle Alexis de Tocqueville en 1835. Alors lui, il décrit la démocratie comme un état social. Et à ce moment-là, contrairement aux sociétés d'ordre, le droit ici garantit des possibilités aux gens de changer de classe. Et se développent alors deux passions, celle pour la liberté et celle pour l'égalité. Une des conséquences qu'il constate, c'est un processus d'égalisation des conditions, des droits et des chances. Ainsi, dans les sociétés démocratiques, donc à l'inverse des sociétés d'ordre, sortir de sa condition par ses efforts, ça devient plus facile, car le droit élargit le champ des possibles. Du coup, d'après Tocqueville, en gros, il n'y a plus d'ordre. Donc moi, je peux échapper à mon destin, à celui de mes parents, de mes grands-parents. En vrai, d'après la théorie, c'est de la bombe. Moi, je devais rester dans le tiers-état, ou l'autre, il devait rester dans l'église, ou ce genre de choses. C'est de la bombe. Pourquoi est-ce que, Moussa, tu vas venir casser l'ambiance? Alors, faut nuancer. En fait, d'abord, faut reconnaître qu'effectivement, quand le processus démocratique s'est mis en place, effectivement, les inégalités, elles sont réduites. Et ça, on peut pas le nier à long terme. Eh bien, que ce soit en termes d'espérance de vie, en termes de revenus, etc., eh bien, la pauvreté a diminué et donc, c'est tant mieux. Et la démocratie a forcément joué un rôle dedans. Maintenant, le problème, il est le suivant, c'est que dès lors qu'il y a des inégalités qui subsistent ou qui redeviennent vraiment visibles, eh bien, il faut les justifier. Et donc, il y a le mérite qui vient casser un peu ce truc-là. Il permet de justifier d'énormes inégalités. Donc, si je prends par exemple les États-Unis, c'est un exemple vraiment concret, où finalement, la réussite, c'est quoi? C'est le self-made man, donc celui qui est parti d'en bas, qui a fait des efforts et qui finalement a réussi matériellement en tout cas, par exemple, qui a gagné beaucoup d'argent. Eh bien, cette idéologie-là, elle est entretenue, que ce soit dans la culture populaire, dans des récits, dans des films, dans des livres. Moi, je pense tout de suite, par exemple, au film avec Will Smith, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est À la recherche du bonheur, ouais. Où donc, il est très pauvre, etc., avec son fils, et il arrive à réussir. Sachant que c'est une histoire vraie. Donc, finalement, ça peut être le cas. Mais lorsque ces histoires, ces récits, ils sont généralisés, comme s'ils étaient la norme, alors qu'au finalement, c'est plutôt l'exception, là, ça devient un problème parce que celui qui échoue, on va lui dire pourquoi t'as pas fait comme Will Smith. Ouais. Or, c'est pas le cas. Pourquoi t'as pas tout sacrifié, t'as pas travaillé le dimanche, enchaîné 2 jobs, etc. Mais là, en ce moment, il y a une mode un peu sur Insta, je sais pas si vous avez vu, tu sais, les vidéos de motivation en mode et ça correspond en fait à ce truc là, en gros, que si t'échoues, t'es un faible et c'est juste parce que t'as pas tout donné. Vous en pensez quoi? Shaima, par exemple, t'as l'air inspirée par la question. Parce que j'en croise partout en ce moment des vidéos. Alors je sais pas si c'est parce que je suis en pleine période d'examen, je suis en mode ça y est, je suis en dépression, mais ils reflètent beaucoup, enfin je pense pas qu'ils reflètent la réalité parce que des fois ils tire un petit peu le concept de
d'espoir dont on va réussir et tout. Mais Toi, tu crois pas ou tu crois? moyen, on va dire. Franchement, moyen. Ça donne un petit peu de peps, on va dire, mais sans plus, quoi. Pourquoi ça te paraît impossible? Ça me paraît pas tellement impossible. Bah là, récemment, je suis tombée sur une vidéo d'un multimillionnaire qui était en train de nous dire oui, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être riche. Là, je pense qu'il fait un petit peu l'apologie de aller pas forcément à l'école. Enfin, il dit pas de pas aller à l'école, mais je trouve que c'est une fois qu'il est devenu millionnaire, il donne des leçons de vie. Je trouve pas très. Je trouve sa position pas très légitime, on va dire entre guillemets. Donc voilà. Ok, donc pas trop connecté à la réalité. Ouais, c'est pas vraiment ce qui se passe. Enfin, on sait tous que sans diplôme, on va pas aller bien loin. C'est une personne parmi 100 hein, qui finissent comme lui finalement. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Ami, justement, on parlait de objectifs billionnaires. Toi, tu vas nous parler d'un milliardaire, justement. On peut retenir du coup la citation du milliardaire Warren Buffett qui dit « Personnellement, je pense que la société est responsable d'un pourcentage très important de ce que j'ai gagné. » Et du coup, toi, Moussa, en tant que prof, est-ce que la méritocratie, elle a un impact dans le cadre scolaire ? Alors ouais, franchement, à l'école, c'est vraiment ce qui est le plus visible parce que finalement, donc l'école, elle s'est démocratisée. Hein. Il y a eu les lois Ferry, donc école gratuite, obligatoire, laïque. Et depuis, les taux de scolarisation, ils ont fait qu'augmenter. Si bien qu'aujourd'hui, dans l'élémentaire, on atteint presque les 100%. Et donc, c'est positif, hein, ça, il faut le reconnaître. Le nombre de diplômes augmente, le nombre de bacheliers par génération, le nombre d'étudiants. Et donc voilà, on a finalement beaucoup de gens qui vont à l'école et qui accèdent à l'école plus qu'avant. Avant ça, Bourdieu, par exemple, il disait que l'école, c'était plutôt le bac, c'était un certificat de bourgeoisie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pas que les bourgeois qui ont le bac et c'est vraiment plus large. Mais est-ce que, justement, j'ai une question. On voit que même si, par exemple, moi j'ai le bac, toi t'as le bac, etc., on n'a pas les mêmes destins que selon l'endroit où on l'a, selon ce qu'on a fait à l'école, etc., etc. Est-ce que les inégalités, elles se sont pas déplacées ou est-ce que l'école, même en son sein, finalement, il n'y a pas eu un cercle vicieux en fait des inégalités? Effectivement, ouais, c'est ce qui est terrible parce que ça veut dire que les inégalités, elles résistent au temps, en fait. Elles résistent au temps. Et Bourdieu, donc, il parle de l'idéologie du don. En gros, à l'école, on a introduit cette idéologie où le bon élève, donc, qui est à l'écoute, qui travaille, qui a des bonnes notes, etc., eh bien, finalement, c'est un élève qui est doué. Or, quand on regarde un peu plus près les statistiques, ça dépend beaucoup de ce qu'on détient. Par exemple, le capital économique. Donc par rapport à nos parents, le capital social, le réseau ou encore le capital culturel qui provient par exemple de la famille. Si on est né dans une famille qui a l'habitude par exemple, les parents ont déjà fait des études, ont déjà eu le bac, vont au musée, etc., lisent beaucoup de livres, eh bien l'enfant, il est beaucoup plus à l'aise dans le cadre scolaire et finalement il n'aborde pas du tout la chose scolaire comme d'autres élèves par exemple qui n'auraient pas eu ces chances-là. Et pour être très concret, pour donner un chiffre, à l'ENS, donc École normale supérieure très prestigieuse, il n'y a que 3% d'enfants d'ouvriers contre 60% d'enfants de cadres. Et donc là, on voit l'écart, il est énorme, il est abyssal. Et c'est pas dû qu'au mérite. Sinon, ça voudrait dire que les classes favorisées méritent beaucoup plus que les classes défavorisées. Et donc, c'est très pernicieux. Shaima a mis toute cette histoire en fait autour de l'idéologie du don, le fait que les gens, on va dire, qui réussissent à l'école, c'est parce qu'ils sont forts ou plutôt parce qu'ils ont des conditions favorables, que ce soit à la maison ou même au sein de l'école, qui leur permettent de réussir. Ça, vous l'avez constaté? C'est une réflexion que vous avez eue là ou que vous avez encore? Si, moi, c'est une réflexion que j'ai eue dès que je suis rentrée à la fac, parce que je suis sortie de mon cercle familial, amical du 93 finalement. Donc je suis arrivée sur Paris et j'ai compris que, par exemple, j'ai un garçon qui est dans mon groupe de TD. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, tous les jours. En fait, il a été habitué depuis sa primaire jusqu'au lycée à travailler comme ça, comme une prépa en fait, tout le temps. Et donc, on voit bien que, moi, par exemple, si j'ai un temps libre, je vais aller faire du sport ou je vais aller voir mes amis, mais lui, il est toujours en train de faire ses TD tout carré. Ou d'autres, ils ont déjà leurs parents qui sont dans le domaine, donc ils savent les exigences, ce qu'on leur demande. Donc finalement, on le ressent un petit peu quand même. Et toi, Ami ? Oui, moi je l'ai surtout ressenti dans le capital culturel, je dirais, parce que quand, pareil, je suis arrivée à la fac, ça citait des auteurs ou ça citait des
il y a même des mots, je les connaissais même pas. Et je voyais que tout le monde était là, ah oui, 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 oui. Tout le monde comprenait, etc. Donc, je l'ai senti sur ça et je l'ai senti aussi, niveau travail. C'est-à-dire que moi, après, je suis quelqu'un... fut un temps, une très bonne élève, mais je faisais pas énormément d'efforts, quoi. J'avais pas une méthode de travail, etc. Alors que la plupart, maintenant, à la fac, ils ont... Depuis longtemps, ils ont une méthode de travail, etc. Ils gèrent leur temps parce qu'à côté, ils ont des activités et ils savent déjà comment gérer leur temps. Gérer ça. Ouais, moi, je rejoins Amy sur ce qu'elle dit parce que c'est vrai que nous, au lycée, je pense qu'on est plus préparés au bac qu'à ce qui se passe après le bac, en sachant qu'on veut tous aller après le bac. Donc, quand on arrive à la fac, on se mange un petit peu à un mur alors qu'on pensait être des bons élèves au lycée ou en primaire ou au collège. Mais finalement, on n'est pas si bon que ça ou alors on n'est pas assez préparé, je pense. C'est plus ça, je dirais plus ça. Amy et Shani, vous êtes toutes les deux des filles. Et Amy, tu voulais... la transition est incroyable, hein, vraiment des transitions de qualité. 10 sur 10. J'ai mis juste transition, c'est toi qui devais. Non, mais du coup, Amy, tu voulais nous parler du genre, en fait, de la réussite et de sa relation avec le genre. C'est ça, y a énormément de choses en dehors du mérite qui peuvent expliquer les différences de réussite, donc le genre. Et donc les sociologues Baudelot et Establé, dans Allez les filles, montrent, preuve à l'appui, que les filles s'en sortent globalement mieux que les garçons en cours, donc durant leurs études, etc. Mais finalement, après, elles se retrouvent dans des filières moins prestigieuses et dans des métiers moins rémunérés. Toi, c'est un truc, vous trois autour de la table, c'est un phénomène que vous avez vu, c'est-à-dire que les filles soient plus fortes au lycée, etc., avec des notes plus élevées, mais que les choix soient peut-être moins ambitieux que les camarades masculins. Moi, j'ai surtout vu, par exemple, si on s'intéresse aux inégalités économiques, quand on regarde ne serait-ce que les salaires, la moyenne des salaires, les écarts qu'il y a entre les hommes et les femmes, ils sont vraiment élevés. Alors même que scolairement, là, comme ils le disent, les filles sont toujours un peu meilleures. Et donc, c'est surtout au niveau des inégalités économiques que moi, ça m'a surtout frappé. Du coup, Moussa, Amy a parlé des différences en fait, de traitement et d'orientation, etc., que ce soit sur le genre ou d'autres caractéristiques. Est-ce que toi, en tant que prof de socio, tu as pu voir et nous expliquer aussi à quoi elle est due cette différence? Ouais, alors... Pour ça, je vais vous poser la question d'abord. Par exemple, un bon élève à l'école, finalement, c'est quoi ses qualités? Les qualités qui sont demandées. Par exemple, Shaima, un bon élève, ce serait quoi? Un bon élève, selon moi, c'est quelqu'un d'assidu, de régulier, de discipliné, on va dire. Ok, et Jalal, toi, tu dirais quoi? Un bon élève, on va dire dans la définition, ce serait quelqu'un de curieux, travailleur. Ok, et toi, Amy? Ouais, je rejoins ce qu'ils ont dit, travailleur. Là, genre présent. Je sais pas comment expliquer, mais en cours, concentré, ouais, c'est ça. Et que ça se reflète aussi dans les copies, dans la notation, etc. Eh bien là, toutes les qualités que vous avez évoquées, en fait, elles se retrouvent beaucoup plus dans la socialisation des filles très tôt, que ce soit les qualités d'écoute, d'organisation, etc. Et donc, finalement, elles abordent les filles en moyenne, c'est une moyenne, en général, la chose scolaire, donc ce qui est demandé à l'école, beaucoup plus vite que les garçons. Et donc, c'est pour ça que dans les résultats au brevet, au bac, en moyenne, les filles réussissent toujours un peu mieux. Sauf que après, c'est là que la compétition, elle change. Ce qui va être demandé plus loin, ça va être vraiment l'esprit de compétition, d'aller plus loin, etc. Et donc, on va voir que dans les choix des filières, dans les choix des métiers, on va avoir des grosses différences. Pour donner un exemple, dans les filières d'ingénieurs, on a beaucoup plus de garçons. C'est des métiers plus rémunérés, un peu plus compétitifs, alors que dans les filières littéraires, on a beaucoup plus de filles. Et donc là, on voit l'importance de la socialisation, où très tôt, on s'est dit, voilà, les filles, plutôt esprit littéraire, etc. Alors que pas forcément. Là, tu nous as parlé du genre. Si on change d'échelle, là, si on va plutôt... on
parler des individus, mais si on va du côté de la société, il y a aussi des inégalités de traitement des personnes dans leur ensemble et notamment selon leur zone géographique. Par exemple, d'après les chiffres de la Cour des comptes, la différence de traitement commence dès qu'un enfant en fait il met un pied à l'école. Pour un élève de primaire de l'académie la plus défavorisée de France, l'académie de Créteil, qui comprend la Seine-Saint-Denis, le pays dépense en moyenne 2800 € par an par élève. Pour un Parisien, la dépense, elle est de 3100 €. Donc on a une différence de quasiment plus de 300 €. De la maternelle au CM2, c'est un différentiel d'une année d'enseignement, en fait, si on met tous ces chiffres bout à bout. D'où l'apparition d'un concept qui tente de sauver le naufragé mérite, à savoir celui de l'égalité des chances, qui est un concept dont on nous bassine depuis des années. Donc c'est donner le plus à ceux qui ont le moins en essayant d'accéder à l'équité. Moussa, est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Ouais, encore une fois, c'est un peu des dispositifs sparadrap. Parce que on a donc des académies, par exemple, qui sont beaucoup moins dotées que d'autres, alors même qu'elles sont à côté. Paris et Créteil, c'est vraiment à côté. Et donc, ce serait comme si on donnait, par exemple, on fait une course de fond et on met à côté donc un athlète qui est déjà entraîné, etc., et qui a des moyens, et à côté de lui, un enfant. Et en plus, cet enfant-là, il a un handicap. Eh bien, on se dit, avec l'égalité des chances, il suffirait de donner un peu plus à l'enfant pour qu'ils puissent s'assurer de participer à la course. Or, même en faisant ça, en fait, ça ne va pas régler le problème de fond qui est qu'à la base, ils sont défavorisés. Ils n'ont pas les mêmes conditions socio-économiques au départ. Et donc, je pense que le problème, il est beaucoup plus global. Et pour filer la métaphore sportive, toi, Shama, qui est une grande sportive, est-ce que ça suffirait de faire ça? Je pense pas. Je pense finalement, est-ce qu'on n'est pas condamné, entre guillemets, à vivre comme ça, à avoir des inégalités depuis toujours, puisque ça a toujours existé. Est-ce que finalement, on n'est pas condamné à toujours faire face à ce genre d'inégalités, parce que on aura toujours des pauvres et des riches. On aura toujours une sectorisation, on va dire, scolaire. Donc, est-ce que finalement, on ne serait pas toujours condamné à vivre dans ça? C'est une question aussi qu'on peut se poser, parce que, étant donné que ça dure depuis très, 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 très longtemps, est-ce que ça va pas continuer comme ça, bien qu'on essaye de trouver des solutions à pallier comme celle-ci? Là, tu es très, très pessimiste. Est-ce qu'on mérite pas mieux comme société? On peut, hein. On peut mériter mieux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. En tout cas, toi, de ce que tu as vu, quand tu es allé à la fac, etc., tu as pu remarquer, en fait, en changeant d'académie, est-ce que tu as pu voir que les dispositifs qui mis en place tout au long de ta scolarité, toi, en tant que simple écolière, est-ce que tu t'es dit, ah ouais, en fait, ça... Ça a strictement rien à voir. Ça a strictement, mais alors, rien à voir. Déjà, juste le budget qu'on te donne à la fac, ça n'a rien à voir. Alors, déjà, au lycée, je pense que les budgets sont pas très élevés, que ce soit au lycée de Sevran ou dans un autre quartier du 93 ou autre. Sur Paris, ça n'a rien à voir. On a des budgets qui, je pense, dépassent ce qu'on peut penser. Moi, très récemment, j'ai su un budget pour, par exemple, une soirée étudiante, comme j'en avais parlé. Franchement, j'ai été choquée. On peut avoir 3 000 €, voire plus, alors que cet argent, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec dans le 93. Donc ouais, ça, c'est sûr. Et même dans les souvenirs que les gens ont du lycée, t'as l'impression que les gens, ils n'ont pas les mêmes souvenirs que toi? Ça n'a rien à voir. C'est même ça, encore une fois, on a encore un choc. Je crois qu'on a toujours des chocs quand on arrive sur les facs parisiennes, parce que c'est des gens qui viennent de Paris, c'est leur ville, c'est là où c'est comme si eux, ils venaient à Sevran, quoi. Eux aussi, je pense qu'ils auraient un choc culturel, intellectuel, tout, je crois. Mais moi, franchement, ça me dérange pas. Au contraire, je m'adapte. Et je pense que j'ai réussi à m'adapter. Et ça m'intéresse surtout d'apprendre à connaître plein de gens. J'ai appris à connaître plein de monde et c'est cool. Mais est-ce que du coup, tout le monde peut s'adapter? C'est complexe. Moi, je connais des gens qui n'ont pas réussi à s'adapter. Ils sont partis de la fac parce que c'était complexe pour eux de rester. Moi, franchement, pas du tout. Okay. Pas du tout. Donc ouais, on en revient toujours à l'exception, la règle. C'est ça, l'exception, la règle, ouais. Finalement, il n'y en a que très peu qui arrivent à déjouer les codes du système. Toi, Ami, tu voulais nous parler justement de cette dichotomie entre riches, pauvres, dominants, dominés. Oui, pour Marie Durubella,
dans le mérite contre la justice. Elle défend surtout l'idée qu'il faut défendre l'égalité des places, ce qui lui paraît plus efficace que défendre l'égalité des chances. Donc ce serait le fait de réduire les inégalités, notamment de niveau de vie entre les individus et groupes sociaux, plutôt que s'axer sur l'égalité des chances. En gros, si tout le monde devient un poisson, tout le monde pourra nager. Autour de la table, vous êtes d'accord avec ça sur le fait que, par exemple, on doive mettre des décisions de parité dans les conseils d'administration, dans la représentation politique, etc. Est-ce que vous vous dites, on prend la société, il y a tant de pourcentage d'ouvriers, il y a tant de pourcentage d'agriculteurs, est-ce qu'on fait la même chose pour le reste ? Moi, sur cette question-là des quotas, je n'ai pas un avis encore tranché. Je mûris encore la réflexion. Mais je rejoins Marie Durubella dans le sens où, finalement, le problème à la base, c'est l'inégalité des places. Et donc, pour réduire l'inégalité des chances, il faudrait que les places soient plus ou moins égalitaires, même si l'égalité parfaite, c'est une chimère. Mais on peut y tendre. Et historiquement, on a tendu vers ça pendant les 30 Glorieuses, donc pourquoi pas. Ok. Toi, Shaima ? Je suis un peu comme Moussa, je suis un peu sceptique par rapport à ça, mais on y est déjà, je pense. Parce que si on revient au niveau de la fac, on a des quotas. Je pense pas que... Et d'ailleurs, dans les conseils de fac, les quotas vont être revus à la baisse. Donc, c'est-à-dire qu'on va privilégier les gens qui habitent autour plutôt que les gens comme nous, qui viennent du 93. Et donc, le concept de quota, je pense qu'il existe déjà. Il est peut-être à améliorer. Et voilà. Ok. Moi, de mon côté, ouais, j'avoue, je suis un peu... Moi, sur la question des quotas, je suis un peu... Est-ce que c'est pas un mal nécessaire par lequel on peut éventuellement passer de manière temporaire jusqu'à ce que la situation s'équilibre ? Parce que là, c'est compliqué. Et surtout, je me dis, c'est important, au-delà du chiffre, que des gens différents, en fait, accèdent aux responsabilités pour en fait amener une autre vision, un autre discours et amener une autre manière de traiter les problèmes en fait. Donc j'avoue, je suis pas fan, mais pour le moment je me dis c'est le mal nécessaire. Merci tout le monde pour cet épisode, c'était génial de vous avoir. Et on se retrouve donc pour un prochain épisode de Cas sociaux.